Pour les gobies, on a demandé à Patrice Francourt de regarder un peu plus précisément les espèces présentes, puisque ces gobies sont extrêmement nombreux, sur ces petites espèces benthiques sur le fond de l'étang. Au final, on a trouvé une écrasante majorité de Pomatoschistus minutus, quelques Gobius niger, un seul exemplaire de Gobius paganellus, et ces résultats l'ont quelque peu surpris, à vrai dire. Donc, il se peut que d'autres espèces soient présentes. Dans l'inventaire d'Aboussouan, on avait trouvé Gobius affinis, d'autres espèces comme Chromogeogobius et Zostérissor. Que dire? Est-ce qu'il y aurait des erreurs d'identification? C'est malgré tout assez difficile d'identifier les gobies. C'est possible, néanmoins, on a peu de doutes quand même sur l'écrasante majorité de cette espèce qui se reproduit 2 fois par an et qui semble s'être parfaitement adaptée aux conditions pourtant instables de cet étang. Sur les 175 pêches qui ont été réalisées, nous avons donc pu comparer les stations, les 6 stations, et l'on observe une diversité moyenne assez comparable finalement entre les stations, avec 12 à 18 espèces maximum par station, et par pêche environ 8 espèces. Néanmoins, on voit des différences d'abondance pour 24 heures de pêche assez importantes. Comme il faut aller vite, je passe tout de suite à la typologie des stations. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir constater que certaines stations se ressemblent quand même énormément. Les stations 1 et 2, qui sont situées plutôt au nord de l'étang. Sur l'ensemble de ces stations, on peut finalement les regrouper en fonction d'un gradient d'abondance du petit gobie, du gobie buote, qui peut composer pratiquement les 3/4 du peuplement récolté lors de ces pêches, ce qui est considérable. Et donc on va trouver extrêmement bien positionné sur ces stations, notamment la station 6, qui est sous influence des eaux douces, la crevette crangon par exemple. Donc on voit qu'il y a quand même des schémas un petit peu différents, bien qu'il y ait une forte dominance partout des gobies et des crevettes. Ce schéma s'observe en diversité, mais également en biomasse. Alors, même si on a un rendement en biomasse assez faible et assez variable entre les stations, il y a quand même des tendances qui ressortent extrêmement bien. L'influence marine, évidemment, à la station proche de Martigues, grâce au canal de Caronte et à l'arrivée des espèces marines. On obtient des biomasses et des abondances minimales à la station de la Mède, qui est quand même la plus pauvre. Et puis, on retrouve évidemment un gradient de biomasse des gobies qui permet de classer et de rapprocher les stations, avec une écrasante majorité aux stations 5 et 6, qui composent plus des 3/4 de la biomasse. Donc c'est assez particulier comme peuplement. Nous avons essayé de travailler par une approche fonctionnelle en regroupant les peuplements en fonction de leurs caractéristiques de répartition dans la colonne d'eau, de leur régime alimentaire ou bien de leur écologie. Et si l'on essaie de représenter en une seule diapo les ressemblances entre les stations, évidemment, on retrouve une forte influence marine aux stations de Martigues, les stations 5 et 2 qui sont situées à proximité ou sous influence du canal de Caronte et qui sont nettement différentes du reste des stations du point de vue de l'écologie des espèces qui composent leur peuplement. Alors qu'on va trouver la station 4 qui se différencie, où il y a une forte stabilité interannuelle, où on va trouver une dominance de zooplanctonophages et d'espèces pélagiques. C'est une espèce particulière, différente. Et puis 2 stations quand même très singulières. La station 1 tout au nord de l'étang, qui a une très faible diversité, qui ne comporte très peu d'espèces pélagiques et d'omnivores. Et puis la station 6 au niveau du rejet de l'usine de Saint-Chamas, qui, elle, se caractérise par la présence d'espèces d'eau douce, ce qui est quand même assez rare et particulier, et puis une majorité d'espèces benthiques. Donc, ce qui évidemment ressort, c'est la variabilité très très forte entre les stations, la variabilité saisonnière importante, mais aussi la variabilité interannuelle, même pour une même station.
Alors, si on regarde entre les saisons, on voit bien que cette variabilité est énorme, ça va du simple au double. On peut avoir 30 taxons récoltés au maximum au printemps et l'été, alors qu'on passe à une douzaine l'automne et l'hiver. Les espèces permanentes dans les temps, l'anguille, les atérines, le gobie noir, le gobie buote, des mulets, les petits pélagiques, on retrouve la sole et puis des cyngnates, qui sont évidemment des espèces intéressantes. Le crabe vert et les 3 espèces de crevettes dominent pour les crustacés. Pour les filets pêcheurs, on a pu, grâce aux filets à ces pêches, rajouter des espèces marines, le chinchard, le taco, la mindole, qui sont des poissons qu'on retrouve couramment sur le littoral. Si on regarde donc la carte des stations, on va retrouver un schéma comme ça, avec la diversité maximale à l'entrée de l'étang, des biomasses importantes, composées principalement par les espèces marines, et une diversité minimale et des biomasses très, très importantes néanmoins, mais avec des gobies qui composent l'essentiel du peuplement du côté des rejets d'eau douce. Les autres stations sont plutôt intermédiaires dans leur composition. Je vais donc passer sur l'analyse fonctionnelle dont j'ai évoqué les principaux résultats. En ce qui concerne l'expertise sanitaire réalisée par le vétérinaire, ce qui ressort, c'est quand même la présence de syndrome érosif et nécrotique sur un certain nombre de poissons observés. On a pu quand même sur certaines pêches avoir une prévalence assez importante de nécrose des nageoires, de lésions, notamment chez les atérines et les anchois et les mulets. Donc c'est loin d'être négligeable, mais l'intensité de ces lésions est très variable selon les stations et les saisons. Cette expertise aboutit finalement à un diagnostic d'une qualité de l'eau plutôt bonne en juin et en décembre, et médiocre au cours des 5 dernières campagnes, de 2009 à mars 2010. Mais pour l'ensemble des 8 campagnes, on peut dire que l'état de santé moyen du peuplement est relativement médiocre ou précaire, d'après l'analyse du vétérinaire. Il est en tout cas moins bon depuis le début de l'année 2009. Là, on comparait les années 2008 et 2009. En ce qui concerne le parasitisme, on observe assez peu de parasitisme interne et également de microparasites externes, pas très nombreux. Donc il semble que les conditions d'oxygénation du milieu n'exercent pas d'influence sur le parasitisme. Elles sont néanmoins responsables de forte mortalité, d'épisodes de mortalité importants qu'on a pu observer pendant l'échantillonnage. Voilà. Donc l'état de référence a pu être établi grâce à ce travail. On a pu comparer également ces résultats aux résultats de 2006. Ce qu'on observe, c'est globalement une diminution de la diversité depuis 2006, malgré les efforts qui ont été consacrés au lissage des rejets. L'étang de Berre demeure quand même un des plus riches en diversité spécifique, mais on a une forte dominance de certaines espèces et malgré tout une diversité limitée par rapport à d'autres étangs. Donc l'effort d'échantillonnage a été très important. Il nous fournit quand même un ensemble de données tout à fait utiles pour les années à venir, pour pouvoir pousser un petit peu plus loin les comparaisons entre les lagunes et voir l'évolution de l'étang si les mesures persistent. Donc on peut considérer que les objectifs sont atteints. Ce diagnostic sanitaire nous interpelle quand même quelque peu et il nous semble vraiment important maintenant, si on doit développer des travaux, évidemment de reproduire l'échantillonnage si possible dans 3-5 ans. L'échelle de temps sera déterminée selon les moyens disponibles, mais surtout d'aborder maintenant un volet toxicologique sur les poissons. Ça semble vraiment indispensable pour voir où en est réellement, où en sont les concentrations de polluants dans ces peuplements qui sont quand même largement exploités par les pêcheurs.